nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le tout premier schéma ou la toute première question, c'est-à-dire, faut-il, oui ou non, harmoniser les bases vie? Je rappelle tout simplement qu'en France, sur les chantiers de construction, la base vie est un droit et qu'il y a un certain nombre de précisions dans le Code du travail. Un casier par compagnon, un point d'eau pour 6 à 8 personnes, une kitchenette, un accès à des sanitaires. Voilà, ça c'est la loi. Aujourd'hui, à peu près, quand on regarde la comptabilité, 20% des chantiers n'ont aucune base vie, 20% supplémentaires en ont une qui, semble-t-il, est peu utilisable. Et puis surtout, vous avez un patchwork de règles régionales, de bonne volonté locale, et d'une Île-de-France, par exemple, qui impose des chantiers standards que ni Marseille, ni Rennes, ni Bordeaux ne reconnaissent. Voilà, grosso modo. Comment en est-on arrivé là? C'est une première question. Et deuxième question, peut-on en sortir, et si oui, par où? 3 intervenants qui viennent de 3 univers différents vont échanger sur ce point. Un premier vient de l'industrie, un deuxième de la prévention paritaire et un troisième du contrôle régional. 3 regards, 3 légitimités. Faut-il harmoniser? Oui, non. Puis-je vous demander d'accueillir avec moi M. Pierre Bruno, Mme Malika Benmar et M. Julien Bourdier. Je vous en prie, prenez place tous les trois. J'aimerais rappeler quelques points avant de démarrer les discussions. C'est qu'il y a quand même un passé sur les bases vie. Il y a 20 ans, la CRAMIF impose le garde-corps sur toiture en Île-de-France. Pendant 15 ans, le reste du territoire n'en voit pas l'utilité, et puis il y a des accidents. Les accidents surviennent, et c'est à ce moment-là où on se dit que le garde-corps serait très utile. Il représente quand même 15 à 20% du prix du module. Puis, il y a un autre point, la légionelle. Il y a un guide INRS, il impose la désinfection des modules avant la mise en service, il impose également des tests de potabilité. Des compagnons ont été malades et il y a eu un mort. Un guide existe sur ce point et son application reste là encore inégale. 2 avancées, elles ont un point commun, c'est que ces avancées ont été obtenues après accident. La question devient, peut-on anticiper? C'est précisément ce sur quoi nous allons maintenant échanger. Pierre Bruno, vous dirigez Allomat, vous dirigez Euromodule, vous êtes vice-président de la CIM, vous avez passé 20 ans sur le sujet. Question simple, en 2026, a-t-on, en France, une base harmonisée sur les chantiers? Commençons par la base. Réponse simple, non. Non. Elle ressemble à quoi? Il y a une autre question. Oui, en effet, en Île-de-France, nous avons des règles dites CRAMIF qui ont été, qui sont issues en fait d'un premier document qui vient de 2007, je crois. Et ce document de 2007 comportait d'une part les garde-corps et d'autre part les exigences pour une base vie de chantier. Donc on parle que des bases vie de chantier là. Et la CRAMIF, en peu de temps, a réussi à l'imposer. Mais en dehors de l'Île-de-France, ça n'a pas été le cas. Voilà. Et je vous parle de ça depuis 2007. Je pense que cette année, un document national a été publié à travers la CNAM et en accord avec la CIM. Donc c'est un document qui est publié sur le site Amélie, qui harmonise la manière que nous avons de protéger pour le travail en hauteur. Voilà. Donc en effet, l'histoire du garde-corps a mis tant d'années pour être harmonisée France. Maintenant, les CARSAT continuent de communiquer sur ça, mais il reste tout le reste, c'est-à-dire, en effet, combien de personnes par module sanitaire, combien de douches, hein, Lily, combien de douches, combien est-ce qu'il faut une porte entre le vestiaire et le sanitaire? Ça paraît juste évident. Est-ce qu'il faut combien de personnes par... est-ce qu'il faut des vestiaires chauffés, ventilés? Et donc, l'Île-de-France a réussi à imposer ça.
Et donc, en effet, nous pensons qu'il faut harmoniser, et que quelqu'un me disait l'autre jour, mais il n'y a pas de débat, il faut la même règle partout. Eh bien, ce n'est pas le cas, et nous allons y travailler ensemble. Nous allons développer, bien sûr, ce premier aspect. J'aimerais simplement demander à Malika Benmar, vous êtes responsable de méthode constructive à l'OPP-BTP, vous observez les chantiers de près et vous dites, mais il y a un chiffre que vous citez, 40% des chantiers sont en situation problématique. Ça veut dire quoi, problématique? On y rencontre quoi ou que devrait-on y rencontrer qu'il n'y a pas? Alors, il y a eu plusieurs sondages, on va dire. Il y a eu un échantillonnage de visites d'un grand nombre de chantiers dans lesquels on a pu constater sur site soit l'absence totale d'installations de chantier, ou soit des installations de chantier pas utilisables. Ça veut dire qu'elles étaient soit partielles, soit elles n'étaient pas entretenues. Et donc, on imagine très mal, en fait, des collaborateurs, des compagnons les fréquenter. Donc ça représente 40%, on va dire, tout ce total-là. Et il y a eu également un sondage en 2023, quand on a travaillé ensemble avec la CIM aussi, auprès de près de 300 entreprises, mais aussi 7700 compagnons ont répondu à un questionnaire et qui confortent en fait ces chiffres. Quand on sait que 20% des chantiers n'ont pas de vestiaire, etc., j'ai envie de dire, voilà, nous, notre chemin de bataille, il est vraiment dans le fait d'équiper cette partie de chantier qui aujourd'hui passe sous les radars. Merci beaucoup. Julien Bourdieu, vous êtes ingénieur conseil, coordonnateur à la CARSAT de Bretagne, direction des risques professionnels de la CARSAT Bretagne. Et vous avez une vision opérationnelle du terrain. Pourquoi, malgré la loi, malgré quelques obligations du Code de travail, en arrive-t-on à cette situation? Finalement, j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, faut-il vraiment harmoniser quelque chose ou bien ça tourne bien comme ça? Merci pour votre question et bonjour à tous. Alors oui, vaste question. Comme on l'a évoqué, donc l'objectif déjà c'est d'avoir des conditions d'installation de base vie sanitaire décentes sur tous les chantiers. Et comme on a pu voir avec les différentes présentations et les chiffres, on en est encore loin sur le terrain, parce que c'est comme là où se passent les choses. Donc, la règle, c'est qu'il doit y avoir des installations sanitaires, des vestiaires, sur tous les chantiers, parce qu'on va vraiment faire un zoom sur les chantiers. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, donc on a encore beaucoup de marches à franchir. Vous avez encore beaucoup de possibilités de marcher sur les chantiers, notamment sur les chantiers en région, qui sont petits, un peu plus petits que ceux de la CRAMIF. La CRAMIF, excusez-moi, c'est un acronyme. Je veux parler de l'assurance maladie, elle est régionalisée, donc à Paris, c'est la caisse régionale de l'Île-de-France. En Bretagne, ce sont les CARSAT. Vous avez des disparités sur les régions. Paris est très urbanisé, avec des gros chantiers, où on est déjà avec des niveaux de base vie qui, si c'était partout pareil, serait déjà très convenable, puisqu'on l'a vu, il y a quand même plus de la moitié des chantiers en France qui n'ont pas d'installation. Donc harmoniser, oui, c'est un super objectif, mais ne serait-ce que déjà d'avoir les bases qui sont dans le Code du travail et qui sont vraiment à minima, ça serait déjà un bel objectif. J'aimerais vous challenger tous les trois. Intuitivement, nous avons l'idée suivante. Lorsque vous êtes sur votre poste de travail, où que ce soit, quand vous avez le nécessaire en confort et en ergonomie, normalement, nous sommes performants. Voilà, ça c'est une intuition que nous avons. Nous pouvons évidemment reporter cette intuition sur une base vie. Voici maintenant ma question. Y a-t-il des études précises qui montrent les deltas de performance supplémentaires qu'une base vie bien organisée peut donner? On a déjà des études là-dessus ou pas, Malika? Ça existe? Au-delà de l'intuition, parce que ça, on est tous d'accord dessus. Alors, les bases vie, elles vont jouer sur l'impact santé-prévention déjà. C'est-à-dire que si j'ai une base vie, j'ai la possibilité de me laver les mains régulièrement, de me reposer. Il y a les effets climatiques avec les fortes chaleurs, etc., qui nécessitent de se rafraîchir de temps en temps. Et si j'ai pas ça déjà, je vais avoir affaire en fait à des compagnons qui vont être fatigués, voire absents
période grippale. Je veux dire, s'il n'y a pas un minimum d'hygiène, effectivement, on va avoir plus d'absentéisme. Puis en plus, se rajoute à ça les troubles musculo-squelettiques. Il y a des impacts multiples sur la santé. Et finalement, bon, est-ce qu'il y a des études chiffrées là-dessus? Sur ce sujet-là, non, pas vraiment. Mais par contre, il y a eu au sein de la CIM des entreprises qui ont mené, oui, c'est DLR en fait, avec la SUM, qui avaient mené en fait une étude sur ce que ça impactait en termes de kilométrage parcouru par chaque compagnon pour aller au sanitaire le plus proche. Et en fait, là se joue clairement, parce que c'est facile à calculer, des gains, puisque si je mets une installation à proximité du chantier, ben finalement, mon compagnon aura moins de distance à faire pour aller au commerce du coin, par exemple. Encore une fois, tout ce que vous dites est d'évidence, hein, c'est vraiment du bon sens. Maintenant, pourquoi je pose la question, a-t-on des études chiffrées? Parce que j'aimerais vous interroger, une base vie bien installée, ça coûte combien en plus pour un chantier? Je vous en prie, quels sont les chiffres? Une base vie bien installée, n'importe quel chantier, c'est combien? Sur un chantier, on considère dans la construction, la base vie, c'est moins de 3%. Moins de 3%. Du budget. Bon, voilà. Et c'est relativement stable depuis longtemps. C'est un chiffre assez général. Avez-vous déjà entendu chez vos clients l'idée suivante, la base vie coûte trop cher pour le chantier que nous avons à faire? Est-ce que cet argument-là, vous l'entendez? Si je peux répondre, non. Il faut balancer, je suis pris. Mais effectivement, on a un problème aussi de personnel sur les chantiers. Donc il faut attirer du personnel qui soit stable, travailleur, efficace. Et effectivement, une belle base vie y concourt. Et donc on aura l'exemple tout à l'heure Notre-Dame, où effectivement une très belle base vie, deux très belles bases vie y ont concouru largement. Et donc même sur un petit chantier, effectivement, si vous avez une entreprise qui travaille sur des chantiers et tous les jours vous avez des difficultés pour aller vous laver les mains, aller au sanitaire ou pour manger tout simplement, c'est un problème. Donc ça n'attire pas le personnel. Or, beaucoup d'entreprises du BTP recherchent du personnel. Donc ça, c'est un coût compliqué. Malika Denmar, ce serait un argument. Une bonne base vie, ce serait attractif. Oui, tout à fait. La base vie, en plus, elle va jouer sur l'image du chantier. Ça rejaillit sur la maîtrise d'ouvrage, qui aime bien parler de ses projets, sur l'entreprise aussi mobilisée. Donc c'est un moyen de motivation, de fidélisation, de captation de talents, quoi, et de compagnons nécessaires à l'ouvrage. Je reviens sur mon idée du coût. Donc je comprends bien qu'une base vie bien installée, bien équipée, coûte un peu plus et doit être intégrée dans le coût d'un chantier. C'est évident. Donc, on a là une dimension économique, et Malika Denmar, vous avez ajouté une deuxième dimension, la dimension de la dignité humaine, je dirais cela comme cela, du confort en tous les cas des compagnons qui sont au travail sur le chantier. Si nous parvenions à avoir une étude qui nous dit, dès que vous investissez dans la base vie, mais vous gagnez en performance, c'est-à-dire en rentabilité, etc., franchement, la base vie, elle ne pose plus aucun problème. Là, pour le coup, on n'aura plus comme argument, mais ça coûte trop cher. Je me trompe dans ce que je dis, ou je dis une bêtise, monsieur Bourdier? Ça serait... vous êtes ingénieur, je le rappelle. C'est ça, donc je vais essayer de ne pas trop vous noyer avec des chiffres. L'intérêt des bases vie, comme on l'a évoqué, c'est de garder les salariés avec des conditions décentes sur les chantiers. Et vous allez avoir ça dans les retours d'expérience des compagnons qui quand ils connaissent des conditions de travail dignes, avec des installations confortables, ont du mal à repartir sur des chantiers où il n'y a pas d'installation. Donc c'est effectivement un élément qui permet vraiment de garder les salariés dans les entreprises sur les typologies de chantier. Et aujourd'hui, ça va être des critères de choix pour les personnes qui vont intervenir en disant je sais qu'avec telle maîtrise d'ouvrage, on va avoir des installations convenables, avec telle entreprise, on va avoir des installations convenables. Et ça va être aussi le choix de l'entreprise d'aller plutôt vers telle typologie de chantier ou telle typologie d'entreprise. Et ça va être un gain. Et ça, on a réussi à le mettre en avant dans des études.
À chiffrer, bon, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu, donc c'est difficile de connaître le gain exact. Par contre, on sait le ressenti et on sait qu'aujourd'hui, il y a des problématiques de main-d'œuvre dans le bâtiment et travaux publics. Et ça, c'est un des éléments, notamment pour les jeunes générations, qui attachent beaucoup d'importance à ça. Et effectivement, envoyer les gens sur des chantiers et qu'il n'y ait pas le minimum de confort ou même de dignité, parce qu'il y a des fois on peut même appeler ce terme-là quand il n'y a vraiment rien, c'est un des éléments qui va faire le choix d'aller vers tel type d'entreprise ou tel type de maîtrise d'ouvrage. Je peux rajouter quelque chose. Je vous en prie. Juste dans le cadre du changement climatique, il y a eu un décret sur les fortes chaleurs qui est paru l'année dernière, et donc on appuie aussi sur le fait qu'il faut un lieu d'ombrage ou d'abri, en tout cas des compagnons. Et donc ça vient aussi insister sur ce besoin d'installer des bases vie, qui est un critère de continuité d'activité, mais voilà, on n'a toujours pas de données chiffrées, mais c'est un élément de motivation supplémentaire. Encore une fois, toutes les affirmations que vous alléguez sont largement recevables. Ma question était, y a-t-il à un moment donné des chiffres qui montrent, encore une fois, tout ce que cela permet ? Quand on dit harmonisation, chacun a en tête vers quoi il faudrait aller. Pour vous, Pierre Brugnot, ce serait une harmonisation francilienne. Voilà, on prend l'Île-de-France et on remet ces normes-là, en tous les cas celles qui sont applicables en Île-de-France, de façon générale. On l'appliquerait partout, y compris sur un chantier en Corrèze, 10 personnes. Réponse courte, oui. Bon, je vous en prie, allez-y. Oui, enfin, il n'y a pas de débat pour moi. Les règles doivent être la même, quel que soit pour les salariés, qu'ils soient en région parisienne ou en province. Enfin, on est quand même ici dans un milieu urbain, contraint. Oui, mais la CRAMIF a défini quelque chose qui finalement a été accepté et très rapidement par tous les loueurs ou les possesseurs de modules en Île-de-France. Il n'y a pas de raison que ce ne soient pas les mêmes règles. Il y a des raisons peut-être économiques et il y a des freins, j'entends bien, il y en a qui expriment des freins. Donc non, on pense qu'il faut qu'il y ait les mêmes règles. Toutefois, les modules, en particulier les modules sanitaires, les modules anciens, faits à l'ancienne mode, on va dire, eh ben, il faudra un temps pour les réemployer un peu. Il faut un temps, on ne peut pas les supprimer du jour au lendemain. Hein. Il y a plusieurs dizaines de milliers de modules sanitaires, juste le module sanitaire, qui regroupe beaucoup d'éléments, justement. Hein, dans un module sanitaire, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'équipements. Donc il faut cette harmonisation, mais il faut aussi qu'il y ait un temps d'adaptation pour les entreprises régionales, on va dire. D'accord. Donc, il faut que les clients prennent le temps de s'adapter effectivement à un nouveau prix, parce qu'on met moins de compagnons dans la même base vie dans le futur. Voilà. Et donc, on a réussi à le faire donc, pour les garde-corps, pour la protection collective. Hein, on a réussi à harmoniser ça. Oui, tout à fait. Hein, on a fait un travail, on a un partenariat. Combien de temps pour le garde-corps? Attendez, vous dites on y a réussi, mais combien de temps? Combien de temps? Après, je pourrais préciser les différentes étapes pour... 20 ans. Il a fallu 20 ans. 20 ans. Je travaille sur le sujet, on m'appelle Monsieur Garde-Corps depuis 20 ans. Je vous en prie, Monsieur Boudier. Depuis 20 ans. Oui, alors, du début de l'action à la parution du livre, du guide, il y a une vingtaine d'années. Mais il y a une méthode qu'on pourrait tout à fait réappliquer là, pour harmoniser ces thématiques-là. Je me permets juste de préciser que la règle est la même en France pour tout le monde. La règle, elle est issue du Code du travail, parce que c'est ça qui statue sur la méthode. Et le Code du travail, il dit clairement que, donc il y a quelques éléments, mais il dit clairement que ces éléments-là doivent être évalués avec l'ensemble des personnes qui interviennent sur un chantier, notamment la maîtrise d'ouvrage, le maître d'œuvre, le coordonnateur SPS, les entreprises. Donc c'est évaluer le besoin et répondre aux besoins en fonction de ces différents acteurs. Et on ne va pas avoir les mêmes besoins, comme on l'a pu l'évoquer sur les chantiers parisiens, ou pour votre exemple, M. Watley, sur les chantiers en Corrèze, c'est ça.
Donc on ne va pas avoir les mêmes besoins. Donc le Code du travail dit qu'il faut évaluer les risques. Donc là on parle des risques sanitaires, les risques de chute de hauteur, les risques des TMS avec le froid, le risque lié à la canicule et les conditions climatiques difficiles dans les bungalows. Donc évaluer les risques et mettre en place des mesures en face. Et le Code du travail met un cadre. Ce cadre-là, il est quand même assez large, puisque c'est vraiment... je l'ai relu pour être sûr. C'est marqué en nombre suffisant, en fonction des besoins, et après, vous n'avez que quelques éléments qui disent à minima un point d'eau, le nombre par exemple, de plaques chauffantes ou de micro-ondes n'est pas défini, mais il faut qu'il y ait un point pour réchauffer le repas, en fonction des besoins. Et donc, la règle est la même pour tout le monde. C'est une évaluation avec l'ensemble des acteurs, donc maîtrise d'ouvrage, coordonnateur SPS, entreprise, et derrière, les salariés qui vont l'utiliser. Et cette évaluation-là, ça permet de dimensionner des éléments. Et c'est pour ça qu'en fonction des évaluations qui peuvent être différentes dans les régions, vous pouvez avoir des mesures qui peuvent être pas forcément les mêmes dans toutes les régions, puisqu'on est au plus proche du terrain. Mais je rebondis tout à fait, il faut quand même qu'on ait un guide, des éléments qui permettent aux industriels de pouvoir répondre aux personnes que j'ai citées tout à l'heure, donc les maîtrises d'ouvrage, les entreprises, que vous puissiez leur répondre en disant voilà, c'est à vous de le faire, mais on va quand même vous donner les grandes lignes. Avec ça, vous allez pouvoir couvrir une majorité de vos besoins. Et c'est là où c'est la difficulté, c'est qu'on n'est pas du tout sur les mêmes besoins, sur des petits chantiers, en tout corps d'état séparés, pour un bâtiment qui fait 1 à 2 étages, quelque chose en ultra-centre-ville de Paris, où vous avez 5000 salariés avec des phénomènes de pic de salariés. Donc c'est ça qui est difficile et c'est ça qui met du temps, mais on a une méthode, c'est-à-dire on regarde ce qui existe comme recommandation, enfin comme guide, au niveau des différents acteurs. Je les ai relus, il y a beaucoup de points communs qui se basent sur ce que je viens d'évoquer là, donc l'évaluation des risques, l'implication des acteurs, et il y a quelques petites différences. Et donc c'est sur ces différences-là qu'il faut constater, dire voilà, c'est ces règles-là pour ce type de structure, c'est ces règles-là pour ce type de structure. Et avec cette méthode-là, on a pu, avec le soutien de la CIM, nationaliser un document sur les garde-corps, et les garde-corps c'est la même chose, c'est le maître d'ouvrage. Les entreprises doivent évaluer leurs risques et mettre en place des mesures. Et on s'est aperçu que les mesures qu'elles mettaient n'étaient pas efficaces. Donc on a dit, à minima les garde-corps, parce qu'au moins on sait qu'on aura un niveau de risque maîtrisé. Pour que nous comprenions bien où nous en sommes dans cette table ronde, synthétisons bien les choses. Faut-il harmoniser une base vie ? La réponse est oui, la performance est à la clé, mais nous n'avons pas de lien chiffré qui nous permette de dire voici ce que cela permet en performance. Néanmoins, intuitivement, tout le monde a en tête le fait que la performance serait accrue si la base vie était ergonomique et confortable. Ça, c'est le besoin. Il y a le besoin, ça c'est la pyramide de Maslow, et puis ensuite il y a le confort et l'ergonomie pour la performance. 2 arguments qui conduisent à dire oui, ce serait pas mal si nous harmonisions. Deuxième question. Harmoniser voudrait dire quoi ? Quelle serait la formule standard ? Ici, vous avez Pierre Bonneau qui dit écoutez, moi c'est la formule la plus haute, c'est celle de l'Île-de-France, elle est applicable en Île-de-France et ça fonctionne assez bien. Je pense que nous pouvons réguler cela partout sur le territoire national. Pierre Boudier dit attendez, ce serait pas mal si on pouvait ajuster. Le Code du travail invite d'ailleurs, il invite à ajuster, à voir exactement en face de quel risque le chantier se trouve et en fonction de l'évaluation des risques, adapter cette base vie en question. Là, c'est encore une autre approche que vous proposez. Malika Benmar, ce serait quoi votre approche à vous ? En 2023, on a travaillé ensemble justement au PPBTP à CIM sur le besoin fonctionnel. Et donc on a retravaillé l'aménagement de la base vie. Combien de modules, pour combien de personnes, mais non pas de manière précise, puisque en fait il y a différentes exigences. Il y a la loi qui dit 10 personnes, et puis il y a les préconisations CRAMIF qui disent 8 personnes par bungalow. Donc on a retravaillé tout ça en donnant des échelles, en restant assez agile. Et j'ai envie de dire, si le travail doit être mené
par la suite, pour aller plus loin dans ce besoin fonctionnel, qui est le client, que veut-il, quelles sont les évaluations des risques, comme l'a rappelé la CARSAT, il faut partir de l'évaluation des risques, l'exposition, la fréquence du risque et la gravité. Et à partir de là, peut-être remettre un peu sur la table les enjeux prioritaires, qui, je rappelle, pour moi, en fait, pour l'OPP-BTP, en tout cas, c'est de démultiplier, en tout cas, la mise à disposition de ces bases vie pour un plus grand nombre de chantiers. Je vous en prie, Pierre Bredoux. Je voudrais ajouter une autre dimension, c'est que nous sommes aussi des industriels. Donc, pour ma part, je fabrique dans l'Est de la France, chez Euromodule. On a un petit joke, hein, plus de fois je cite Euromodule, on compte au fur et à mesure dans la journée. Et donc, on construit donc un module sanitaire avec un certain nombre d'exigences. Mais ce module, il va être vendu à Paris, mais il peut se déplacer en province. Donc c'est le même module. Donc il y a une exigence industrielle. Je ne vais pas tout le redéfaire d'une région à l'autre. Donc cette exigence industrielle, il faut qu'il y ait une règle claire. Est-ce que c'est la règle CRAMIF? Ils ne vont pas la dégrader depuis le temps qu'ils l'appliquent. Donc pour moi, c'est une assez bonne base. Languedoc-Roussillon a proposé un document. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri que chaque CARSAT définisse son propre document. Et donc, mon message, c'est de dire non, il faudrait un document qui soit à peu près cohérent, toute France, pour que, du point de vue industriel, on ait un modèle à fabriquer, un unique, et qu'il se déplace. C'est le propre du modulaire, hein, d'aller d'une région à l'autre. Ça, c'est quand même un argument, monsieur Pierre Boudier. C'est l'argument de l'industriel qui dit « Attendez, moi, je veux bien produire des bases vie, mais dites-moi les normes. Et à partir de là, je ne vais pas changer demain ce que l'on a décidé hier. Ou bien, ne venez pas me dire, à moins que l'on dise à l'industriel, alors ici, Pierre Bredoux, je me retourne vers vous, y a-t-il une possibilité, quand vous fabriquez un module, qu'il y ait une certaine adaptabilité à l'intérieur du module, ou bien il est complètement structuré en industrie. Pour le sanitaire, il est structuré. Il est structuré. Oui, parce qu'il y a 2 ou 3 douches dedans, donc plutôt 2 douches pour ce qui est de la CRAMIF, il y a 2 ou 3 toilettes, il y a X points d'eau, donc il y a un réseau d'eau, etc. Et puis il y a le chauffe-eau, enfin, voilà, je pense à l'essentiel. Et donc c'est dans un espace assez restreint. Et effectivement, vous voyez en province des modules sanitaires avec plus de 3 douches. Et ces 3 douches, chacune étant prévue pour, Marcel, 8 personnes, ça fait 24. Donc, dans un 15 mètres carrés, des douches pour 24 personnes. Après, on peut toujours se dire, mais oui, mais c'est utilisé en vrai par combien de personnes? Il y a Bouygues qui nous a dit que c'est que 10% des collaborateurs, 10-15% des collaborateurs qui les utilisent. Donc eux, ils ont fait des études sur l'usage effectivement de ces... Mais je ne vois pas la CRAMIF revenir en dessous. Donc moi, quand je fabrique, effectivement, je fabrique façon CRAMIF. Et je l'envoie sur toute France, dans nos agences. Je vous en prie, sur cet argument-là, il est quand même assez recevable, celui-là. Tout à fait. Et j'ai aussi, je suis payé au nombre de fois où vous citez le nom CRAMIF, donc allez-y. En fait, et je tiens à dire que j'espère de voir le maximum de vos éléments sur toutes les régions. Hein. L'idée, c'est pas de freiner votre déploiement économique. Hein. Et ça serait bien d'avoir tous vos bungalows, même les vieux, hein, en Bretagne. Alors, effectivement, vous êtes des structures industrielles et vous avez besoin de cette réponse. On ne peut pas avoir une position, notamment pour la production, différente. Donc, il y a des possibilités, puisque l'idée, c'est de faire en sorte que vous ayez des standards. Donc, la première des choses, c'était de remettre le sujet sur la table, puisque c'était quand même quelque chose d'assez cristallisant. Donc, on l'a réenclenché en disant, voilà, il y a différentes guides. On est toujours sur des guides. Hein. C'est des appuis de lecture à la réglementation. Il y a des guides qui sont en Île-de-France. Vous avez des guides en Languedoc-Roussillon, qui est fait par une ancienne personne de l'Île-de-France. Donc, il y a quelques liens. Et puis après, vous avez des positions locales, parce que, je vais prendre l'exemple de la Bretagne, on nous pose la question en nous disant, voilà, la réglementation demande ça, au final, qu'est-ce qu'on doit mettre ? Et
Et si on leur dit, bah voilà, mettez les bungalows de la Cramif, je ne vous cache pas qu'il peut y avoir quelques moments de malaise avec les maîtrises d'ouvrage, avec les entreprises, parce que c'est surdimensionné par rapport au chantier. Donc c'est pour ça qu'il y a ces subtilités. Par contre, ça n'empêche pas qu'on puisse se retrouver comme on l'avait fait pour le guide de levage des bungalows en sécurité. C'est-à-dire, voilà, on part d'un constat qui est celui-ci. Je vais réinviter la CIM à faire la même chose qu'elle avait faite lors de le premier travail sur la brochure, c'est-à-dire faire part de ses remarques en disant ça c'est tout à fait adapté là, mais il faudrait rajouter ça parce que c'est pas forcément adapté sur des chantiers de plus petite taille, pour avoir un guide harmonisé. Et après, au niveau de la sécurité sociale, donc l'assurance maladie qui est avec la Caisse nationale d'assurance maladie, on a parlé d'Amélie tout à l'heure, les CARSAT, la CRAMIF, les caisses générales de sécurité sociale aussi dans les départements d'outre-mer, et on peut avoir une base qui vous permettra de pouvoir répondre à cette question, dire là qu'est-ce qu'on fait dans les différentes régions. Donc ça c'est tout à fait possible. L'étape d'après, c'est juste là c'est des guides, l'étape d'après c'est une recommandation de la sécurité sociale. En gros c'est une norme mais sur les principes de sécurité et de santé au travail. Cette recommandation, elle est construite par les partenaires sociaux, donc les représentants des branches professionnelles utilisatrices et des organisations syndicales. Parce que l'objectif, c'est quand même qu'elles soient utilisées, ces installations, par les salariés. Et ça ne sert à rien d'avoir 4 douches s'il n'y a que 10% des personnes qui les utilisent. Donc c'est bien au plus près du terrain. Et c'est pour ça que les recommandations, c'est puissant. Et ce que j'invite aussi, c'est de demander aux branches professionnelles qui sont en lien avec l'acte de construire, donc il y a plusieurs fédérations, il y a plusieurs structures comme la vôtre, de statuer sur une recommandation. Et là, on serait sur un élément beaucoup plus cadrant d'un point de vue réglementaire. Je crois que ça a déjà été fait et c'est pas pour aujourd'hui, ni demain. Non, parce que les besoins, en fait, la réglementation, elle est quand même assez précise sur ce qui doit être, ce qui est dû, on va dire, dans les bases vies, le nombre de toilettes, etc. Et les organisations, on va dire, professionnelles considèrent que c'est déjà, assez bien défini. Et puis, il y a les guides qui viennent compenser un peu les vides, on va dire, que la législation ne prévoit pas. Moi, je voulais dire aussi, c'est qu'on pouvait envisager la standardisation quelque part pour le modèle industriel un peu d'une autre manière, c'est-à-dire sous l'angle du service déjà un peu plus large et de l'offre, du package. Pourquoi pas imaginer pour répondre en fait aux différents niveaux d'application des entreprises, niveau de maturité, des offres, on va dire, plutôt standards pour inciter justement toutes celles qui n'ont pas mis le pied à l'étrier à commencer à se mettre à installer des basis. Une offre un peu plus évoluée pour ceux qui pratiquent mais qui ont besoin de perfectionner. Et puis après, il y a les offres grandes entreprises qui peuvent aller un peu plus loin avec des exigences peut-être un peu plus poussées. Et puis varier aussi les clients. Les clients, qui sont les clients ? C'est la maîtrise d'ouvrage et ce sont les entreprises. Et donc là aussi, il y a un panel de propositions qui pourraient être fait déjà en amont avec les maîtrises d'ouvrage, de manière à s'assurer que l'entreprise de construction qui est en charge de l'installation de cette base vie, elle a l'enveloppe dédiée qui permettent, parce qu'on voit, il y a de plus en plus d'exigences, finalement, qui se retrouvent à financer ça avec des marges de plus en plus réduites. Ce sont les entreprises aussi de construction. Donc l'idée, c'est de dire partir sur quelque chose de gagnant, de progressif dans le temps, avec des niveaux de maturité différents, de manière à avoir des packages un peu uniformisés et progressifs dans le temps. Pierre Bruno, vous voulez compléter, réagir, parce que vous opinez du chef. Oui, mais je crois que c'est vrai que c'était très difficile, on a vu sur les garde-corps, de mettre d'accord au niveau des CTN, comment ça s'appelle ? CTNB, bon alors les gens ne savent pas tout ce que c'est, mais bon, peu importe. Donc il y a la moitié d'organisations syndicales, la moitié représentant des entreprises. Et ils ne se mettent pas d'accord. Et donc, à ce moment-là, le sujet tombe. Donc, le moyen qu'on a eu de continuer à travailler sur les garde-corps, c'est de le faire à travers les CARSAT, sous leur impulsion. Et finalement, les CARSAT sont mises d'accord
et on a réussi à faire un guide. Ce n'est pas une recommandation, mais c'est déjà une référence pour nous et pour nos clients. Voilà. Eh bien, on envisage de faire quelque chose de comparable ou de remettre encore le sujet. Je crois que vous avez des assemblées prochaines où le directeur qui s'occupe de la CNAM va tenter la chose. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ce n'est pas lui qui est présent aujourd'hui, parce qu'il avait besoin d'avoir cet accord de mes homologues nationaux pour justement pouvoir évoquer ça. Mais c'est quand même bien un objectif qu'on a, de nous harmoniser pour une meilleure lecture, sachant, comme je le dis, il y a quand même beaucoup de points dans ces guides sur lesquels on est d'accord. Et ce qui a été évoqué, c'est comment on demande aux maîtres d'ouvrage de vous donner les moyens, à vous et aux entreprises, de mettre des installations sanitaires dignes et complètes. Donc c'est bien l'ensemble des acteurs de l'acte de construire qui doit se retrouver. Et le guide, c'est tout à fait entendable. Il y aura peut-être quelques petites subtilités qui seront en lien avec l'évaluation de la typologie des chantiers et l'évaluation des risques. Mais je les ai relus, les guides, il y a quand même, on dirait, 80-90% de choses qui ne nécessitent pas de débat. Malika. Donc il y a le côté réglementaire, on a vu, ça ne marche pas, parce que ça fait longtemps que les textes sont écrits, plus de 50 ans. Donc en fait, je pense qu'il faut rester sur ce côté incitatif pour arriver à un moment donné à harmoniser, standardiser des bases. Les chantiers, c'est tellement agile, dans des contextes différents, qu'il faut rester aussi dans une offre un peu plus ouverte et adaptative. Et il me semble que la technique et des choix très ciblés, en fait, ne valent pas le coup, de trop s'investir. Parce que, en fait, les entreprises n'auront pas la possibilité de s'acheter un véhicule avec une ceinture en or. Alors, on a 40% des entreprises qui sont dans ce cas-là, donc c'est pas possible. Il faut vraiment avoir des offres basses et utiles. Alors, surtout les petits chantiers, sujets sur lesquels vous vous battez, sont mal équipés, oui. Alors, il existe des solutions provisoires plus légères, des toilettes autonomes, par exemple, on en voit beaucoup, des roulottes, qui sont des petites bases-vie toutes intégrées. Voilà, c'est pas forcément ce qu'on défend à la CIM, mais on sait que pour un chantier en dessous de 4 mois, ce sont des solutions adaptées pour des chantiers de moins de 4 mois. Voilà les petits chantiers. Mais au-dessus de 4 mois, par contre, on a cette obligation d'avoir des constructions modulaires raccordées. Voilà. Sauf si c'est pas possible parce qu'on fait des routes, on est au milieu de la campagne, parce qu'on fait des rails, et que sais-je. Donc, et que le chantier se déplace trop, mais il y a une obligation à partir de 4 mois, on l'avait constaté dans nos documents, pour avoir une base vie. Donc nous, c'est plutôt celle-ci qu'à la CIM on adresse. D'accord. Monsieur Boudier, vous vouliez réagir sur ce qui a été dit ? Oui, il y a un enjeu économique, on ne va pas se voiler la face sur ces éléments-là. Que ça soit au-dessus ou en dessous de 4 mois, il y a quand même cette notion de le salarié, il y a tous les jours, donc ce n'est pas forcément évident. Donc c'est pour ça que il y a des accompagnements. L'OPP-BTP a beaucoup d'accompagnements. Les CARSAT, de manière générale, on va dire, hors BTP, il y a aussi cet accompagnement, et au BTP aussi. On a plusieurs éléments. Donc là, on parlait d'un guide, c'est pour accompagner les acteurs de l'acte de construire à faire les bons choix. Mais on a aussi tout un panel d'aides financières qui permettent d'améliorer les conditions de travail. Et dans ces aides financières, il y a aussi des aides qui sont dédiées aux installations de chantier. Alors on est plutôt basé sur là où il n'y a rien, c'est-à-dire les tout petits chantiers. Donc on va pouvoir accompagner le financement de roulottes de chantier autonomes. Mais on va aussi pouvoir accompagner les maîtrises d'ouvrage, les petites maîtrises d'ouvrage à franchir le pas en installant, alors, c'est une petite partie du marché, mais des bases vie mutualisées, par exemple pour des lotissements. Les lotissements, vous avez énormément d'entreprises, et puis là, je ne vous cache pas que quand on fait le constat sur le chantier, sur les chantiers, il n'y a rien, donc ça va vite. Donc on accompagne les maîtrises d'ouvrage à investir dans des bases vie. Donc là, on est plutôt sur des modules que vous fabriquez et que vous mettez à disposition des entreprises. Et on va les prendre jusqu'à 70%. Du coup, l'idée, c'est vraiment que ça ne soit pas un frein économique.
Alors après, sur les gros chantiers, on n'est plus du tout dans cette approche de frein économique, mais on est plutôt sur une approche de mise en lumière du chantier, de bonnes pratiques, de garder les entreprises. Mais sur les petits chantiers, la sécurité sociale accompagne les petites structures pour justement qu'on franchisse le pas et qu'on s'améliore. Et on a encore beaucoup à faire. Malika Benmar, vous aviez mis une idée qui était la suivante, et si on changeait le modèle, on passerait d'une installation à un service. Et vous avez dit, ce sera un peu comme Michelin, qui travaille désormais sur l'usure du pneu, mais non plus sur la vente de l'objet. Vous pouvez développer, ça donnerait quoi, ce modèle-là? En fait, les professionnels du BTP, leur vocation, c'est pas d'installer des bases vides, d'assurer l'entretien, de vérifier le raccordement. En fait, ils ont déjà beaucoup de choses à penser en amont à la préparation du chantier. Et l'idée, c'est on rencontre sûrement des difficultés, puisque chacun a sa propre expérience et la développe, mais c'est de dire on peut professionnaliser ça avec un service externe qui s'occupe vraiment de A à Z de tout ce volet, parce qu'il y a beaucoup de tâches finalement. Par rapport à l'implantation de la base vie, il va falloir faire les demandes de raccordement. Ensuite, il faut tester l'eau avec les problèmes de légionellose. Il faut assurer un entretien régulier, non pas qu'une fois par semaine, parce qu'on comprend qu'après, c'est pas utilisable. Et donc, en fait, c'est toute cette prestation par rapport à un cahier des charges, par exemple, notre guide que l'on a travaillé ensemble, qui donne quelques règles de principe, c'est au moins 5 modules, disposés de telle manière avec un lavabo extérieur, etc., qui rendent en fait plus conviviale cette base vie, et que ces prestataires de services, qui sont peut-être les fabricants aujourd'hui qui développeront leurs services demain pour les entreprises, assurent et offrent un service plutôt qu'un produit en location. Et Michelin, en fait, il se dit ne plus vendre des pneus, mais il vend un taux d'usure des pneus, et effectivement, l'air change. Voilà une proposition, Pierre Bruno. Plusieurs d'entre nous proposent un service complet. En effet, on a une obligation de nettoyer les sanitaires tous les jours. Donc, pour le client, c'est plusieurs interlocuteurs. Et bien, petit à petit, nos sociétés de services, les sociétés de location, les sociétés de services, on offre des prestations plus larges. Ça peut être, on fournit l'eau pour les compagnons, on fournit le ménage, on fournit des services de sécurité aussi, et les raccordements, et les électriques, eau, etc. Donc, petit à petit, en effet, on ne loue pas que du module. Je vous en prie. En même temps, les bases vie, c'est pas quelque chose de figé, c'est pas 2-3 bungalows par-ci par-là. On a dit, c'est un lieu de vie, c'est une image, et le contexte évolue. On a quand même des besoins nouveaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le matériel sur le chantier, il fonctionne avec des batteries lithium, et donc où je charge mes équipements? Est-ce que je les charge dans le bureau qui est prévu pour les chefs de chantier, ou est-ce que je pense à un local annexe qui permet d'isoler le risque d'emballement thermique? Voilà. Est-ce que ce sont des choses sur lesquelles on peut aussi réfléchir? Et on avait parlé des fortes chaleurs. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer effectivement offrir des bases vie sans pouvoir sécher ses vêtements, proposer ça aux compagnons? Dans le sud. Non, même dans le sud, il peut pleuvoir. Il a plu beaucoup dans le sud. Mais bon, voilà, en fait, tout ça, c'est de dire... normalement, un produit, il y a un cycle de vie. Est-ce qu'on est au bon moment pour penser à le faire évoluer de manière différente aussi? Merci beaucoup pour vos contributions à tous les trois. Mesdames et messieurs, à la question « Faut-il harmoniser les bases vie ?» vous voyez bien qu'il y a deux pistes de réponse. La première piste de réponse, c'est de prendre le problème par le haut, je dirais à la française, avec un État centralisé. On met une norme, la norme on l'élève et on la marque sur ce qui se passe en Île-de-France et on l'applique partout dans le pays. Ça, je dirais, c'est Louis XIV, on y va et on fait. Et puis vous avez l'autre norme qui serait une norme à l'anglaise, où nous partirions plutôt de la base avec une adaptabilité plus importante selon les différents chantiers. Et entre les deux, vous avez
nécessités et des obligations. Quand je dis des nécessités et des obligations, c'est-à-dire des besoins humains qui doivent être remplis et rencontrés. Voilà les deux pistes qui sont, quand je les caricature un peu, les deux pistes qui sont devant vous à l'exercice. Avec cela, il faudra peut-être un jour, je dis bien peut-être un jour, rencontrer le souci de l'industriel qui, lui, doit produire au plus bas coût pour pouvoir servir ses clients le mieux possible. Le débat reste ouvert. J'ai une dernière question pour chacun d'entre vous. Donnez-moi 2 points sur lesquels vous souhaitez que vraiment il y ait une réglementation au niveau national. Allez, 2 points, réfléchissez bien. Je veux vraiment 2 points très précis. Si jamais on devait harmoniser, on démarrerait par quoi? Allons-y, Monsieur Boudier. 2 points. J'aurais bien voulu être passé en 3e sur ce coup-là, mais je vais quand même commencer. Je repartirai sur les missions fondamentales de l'assurance maladie, c'est sur les risques. Donc, un des premiers points, c'est quand même là où il y a de la sinistralité, et malheureusement, on a pu le voir lors de nos études, il y a encore beaucoup de chutes lors des installations. Donc, je pense que j'aimerais bien qu'un des premiers points, ça soit la sécurisation lors de l'installation. Et le deuxième point, ça serait plutôt d'un côté pratique, c'est que vraiment chaque chantier démarre avec au moins une vérification qu'il y ait une base vie décente, je dirais ça. Comme ça, je ne dirais pas s'il faut un nombre limité ou maximal d'équipements, mais une base vie décente pour chaque chantier, ou au moins pour chaque lot de chantier dans un périmètre. Merci beaucoup. Malika Benmar, 2 points. Le premier point, c'est que la réglementation, elle est assez confuse avec le nombre de personnes par lavabo, etc. Enfin, moi, je prendrais quelque chose de beaucoup plus simplifié, en lien aussi avec l'évolution des chantiers, où il y a de moins en moins de compagnons, quand même, il faut le reconnaître. Le deuxième point... je ne sais pas, j'y mettrais peut-être un peu plus de maîtrise d'ouvrage, voilà. Mais elle est déjà normalement censée être responsable. Merci beaucoup. Pierre Bruno. Oui, je suis d'accord qu'il faut bien définir une sorte de règle en fonction du nombre de personnes. Voilà. Je ne sais pas si c'est le premier point. Le deuxième point, c'est oui, le sanitaire. Le module sanitaire, là, moi, je pense qu'il faut en effet travailler ensemble là-dessus. Donc, on a déjà un partenariat avec l'OPP-BTP qu'on a signé quelques années, je me souviens, à Batimat, avec votre directeur général et notre ancien président, je ne sais pas où il est, et puis donc avec les CARSAT. Donc, tous les moyens sont bons pour avancer sur ce document. À partir des CARSAT, une première demande à votre assemblée sera faite pour tenter d'harmoniser ou de recréer un guide ou d'aller vers une recommandation. Je n'en sais rien. Vous avez vu, je suis patient. Hein. 20 ans pour les garde-corps, peut-être 20 ans pour la suite. Merci beaucoup. Puis-je vous demander, mesdames et messieurs, d'applaudir vos intervenants. Merci beaucoup à tous les trois.